Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 11 août. L'entité sioniste reconnaît l'assassinat du journaliste Al Jazeera Anas El-Sharif tombé en martyr ainsi que 6 de ses collègues à la suite d'une frappe ayant visé une tente abritant des journalistes à l'ouest de la ville de Gaza. De plus en plus de pays annoncent leur intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Retour dans ce journal sur la proclamation de l'État de Palestine à Alger en 1988. L'Algérie appelle à mettre en place un mécanisme relevant des Nations unies dédié à la sécurité maritime tout en préconisant de soutenir les pays en développement lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la sécurité maritime. L'Algérie rejette fermement la procédure temporaire de la France en matière d'accès des agents algériens accrédités aux zones réservées des aéroports parisiens et réaffirme que la seule solution conforme aux engagements internationaux et bilatéraux de la France résidait dans le rétablissement des titres d'accès permanents au bénéfice des agents accrédités de la mission diplomatique et des postes consulaires algériens en France. En France, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau éclaboussé par un nouveau scandale. L'ancienne bâtonnière de Nîmes, Khadija Avdia, dépose une plainte contre lui pour incitation à la haine et à la discrimination, particulièrement à l'encontre des citoyens de confession musulmane. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 675e jour consécutif. L'entité sioniste ne se contente plus de commettre des crimes, elle les revendique ouvertement. En effet, et au lendemain d'un bombardement ayant visé une tente près de l'hôpital Al-Shifa, à l'ouest de la ville de Gaza, abritant des journalistes ayant fait au moins 6 martyrs, dont des correspondants d'Al Jazeera. Les forces de l'entité sioniste ont confirmé avoir délibérément assassiné le journaliste Anas El-Sharif, le qualifiant de terroriste. Depuis le 7 octobre 2023, 238 journalistes sont tombés en martyrs, victimes des frappes israéliennes. Anas El-Sharif a été inhumé aux côtés de ses confrères des funérailles en présence de ses proches et collègues venus se recueillir à sa mémoire. Il dénonce un crime ciblé par l'entité sioniste qui tente par tous les moyens d'occulter la réalité de ces crimes. Chaque fois que les forces israéliennes prennent pour cible nos collègues journalistes, cela renforce notre détermination à continuer à informer. Il s'agit d'une persécution systématique des journalistes palestiniens qui va des menaces directes à leur mise à exécution et qui a causé la mort de nombreuses personnes sous les yeux du monde entier. Il s'agit d'une politique systématique menée par Israël visant à tuer des Palestiniens, en particulier les journalistes palestiniens qui ont eux-mêmes été arrêtés et blessés. Et l'assassinat des journalistes palestiniens par les forces de l'entité sioniste a suscité colère et indignation, notamment en Cisjordanie occupée, où des étudiants de l'université de Birzeit ont manifesté ce lundi. Aujourd'hui, ce crime odieux a ébranlé le corps des étudiants. L'assassinat de 6 journalistes n'est pas une mince affaire pour les étudiants en journalisme et en médias. C'est pourquoi ils ont organisé cette manifestation, parce que les Israéliens exagèrent et commettent des crimes devant tout le monde sans que personne ne les arrête depuis 2023, 2024 et jusqu'à aujourd'hui. L'armée israélienne tue délibérément des journalistes. Elle les voit, les connaît et peut les identifier grâce à leur équipement de protection et elle continue de les tuer. Mon message en tant que journaliste et conférencière à mes étudiants, à ma famille et à mes collègues est que ce n'est pas nouveau que le journaliste palestinien soit une cible, un martyr en devenir ou qu'il soit candidat à l'arrestation. C'est le message que nous enseignons à nos enfants,
que nous sommes le peuple de cette terre et que cette détermination est la nôtre. Nous pouvons être tristes et souhaiter qu'Anas n'ait pas été tué et que Shirin soit toujours en vie. Mais le sang est le prix de la vérité, et le prix de la vérité est cette injustice, et c'est l'un des prix minimaux pour avoir une nation libre et indépendante. Et des bombardements des forces de l'entité sioniste ont eu lieu ce lundi dans pratiquement toute la bande de Gaza. À Khan Younes, au sud, au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés suite à un bombardement ayant visé notamment une maison dans le camp de Khan Younes. Et au moins 8 Palestiniens, tous membres d'une même famille, sont tombés en martyrs ce lundi dans un bombardement des forces de l'entité sioniste contre le quartier d'Al-Zaytoun au sud-est de la ville de Gaza. Il s'agit d'un homme, son épouse et leurs 6 enfants. Les exactions sionistes touchent l'ensemble des catégories sociales à Gaza, journalistes, médecins, mais aussi sportifs. L'histoire a choisi de retenir le nom de Souleymane Al-Obeid, surnommé le Pelé palestinien. Son talent ne pourra plus s'exprimer sur les terrains de football car lui aussi a été lâchement assassiné par les forces de l'entité sioniste alors qu'il tentait d'obtenir de l'aide alimentaire. Maria Scheuer. Sur la pelouse poussiéreuse de Gaza, il faisait oublier le génocide. Ballon au pied, sourire au visage, on l'appelait le Pelé palestinien. Aujourd'hui, ses crampons sont immobiles, laissant la pelouse vide. C'est dans une frappe aérienne à Rafah que sa vie a été fauchée. Avec lui, sa femme et ses 5 enfants, tout un foyer anéanti. Il représentait tout pour moi, tout. Ce souvenir porte en lui l'empreinte de Souleymane le martyr, l'empreinte de l'être cher, l'empreinte du héros qui est allé chercher de la nourriture pour ses enfants et qui est tombé en martyr. C'est ce qu'il a laissé de plus précieux. Il s'entraînait tous les jours sans jamais s'arrêter, même pendant la guerre. Au milieu des roquettes, des bombardements et du génocide, il allait jouer, il réunissait ses amis et ses proches pour jouer avec eux. Sous cette tente, sa famille se recueille. Ensemble, ils se souviennent d'un joueur qui portait haut les couleurs de la Palestine, sur le terrain comme dans les cœurs. Un drame de plus dans un génocide qui ne cesse d'engloutir des vies. Il aimait le nom Pelé. Pelé était toute sa vie. Il aimait le nom Pelé partout où il allait. On l'appelait Pelé. Auteur de buts magnifiques, il faisait toujours la joie des supporters palestiniens, notamment ceux du club Al-Shati. Ses amis, ses fans se souviennent d'un buteur hors pair, mais surtout d'une fierté de tout un peuple. La disparition de Souleymane a été un choc pour la famille du sport et plus particulièrement pour celle du football, car Souleymane était l'un de ces rares talents qui ne se reproduiront jamais dans les stades palestiniens. Souleymane était une figure importante pour nous. Les enfants du camp l'appelaient le Pelé de Palestine. Ce joueur était une gazelle. Lorsqu'il entrait sur le terrain, nous prenions plaisir à le regarder jouer. Tous les supporters palestiniens appréciaient le capitaine Souleymane Al-Obeid. À Gaza, dans le chaos du génocide, le sport devient une tragédie. Mercredi, Souleymane Al-Obeid a perdu la vie alors qu'il attendait de l'aide humanitaire, comme tant d'autres civils pris au piège. L'Union européenne de football lui a fait ses adieux sur les réseaux, sans un mot sur les circonstances de sa mort. Sur Instagram, l'ancien footballeur international français Eric Cantona n'a pas mâché ses mots après cette tragédie. Israël vient de tuer Souleymane Al-Obeid alors qu'il attendait de l'aide à Rafah. Il était surnommé le Pelé de Palestine. Combien de temps allons-nous les laisser commettre encore ce génocide? Mais à Gaza, personne n'oubliera comment le Pelé palestinien est tombé. Pas sur un terrain, mais en allant chercher de quoi survivre. Au volet diplomatique, emboîtant le pas à plusieurs pays récemment, l'Australie a annoncé son intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre.
Australia will recognise the state of Palestine. The international community is moving to establish a Palestinian state. La communauté internationale s'efforce d'établir un État palestinien et s'oppose aux actions qui sapent la solution à deux États. Le gouvernement de Netanyahou étend rapidement les colonies illégales, la violence de colons cisjordaniens occupés a augmenté, il y a eu des menaces d'annexion des territoires palestiniens occupés et des proportions de déplacements forcés permanents du peuple palestinien. Le monde ne peut pas attendre que le succès soit garanti. Cela signifie simplement attendre un jour qui ne viendra jamais. Il y a un moment d'opportunité ici et l'Australie travaille avec la communauté internationale pour le saisir. There is a moment of opportunity here and Australia will work with the international community to seize it. Les 3/4 des États membres de l'ONU reconnaissent l'État de Palestine proclamé par la direction palestinienne en exil à la fin des années 80. Il serait aujourd'hui au moins 145 pays sur les 193 membres de l'ONU à avoir reconnu ou vont reconnaître l'État palestinien en comptabilisant la France, le Canada et l'Australie qui ont fait part de leur intention de le faire en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Le Royaume-Uni a lui aussi ce projet en tête. L'Algérie était le premier déclencheur en 1988. Souhila Kilal. Alger, mardi 15 novembre 1988, lors de la première intifada, le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, proclame l'établissement de l'État de Palestine avec El-Quds pour capitale, à l'occasion de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien. Quelques minutes plus tard, l'Algérie devient le premier pays à reconnaître le nouvel État. Une semaine après, quelques 40 pays dont la Chine, l'Inde, la Turquie et presque tous les pays arabes emboîtent le pas à l'Algérie. S'ensuivent les pays du bloc soviétique et tous les pays du continent africain, mis à part 2 d'entre eux. 22 ans plus tard, entre 2010 et 2011, d'autres pays viennent se greffer à la liste de ceux ayant reconnu l'État palestinien, dont la majorité des pays d'Amérique latine, qui par cette reconnaissance prennent officiellement leur distance avec les États-Unis, alliés indéfectibles de l'entité sioniste. Sous la présidence de Mahmoud Abbas, successeur de Yasser Arafat, l'autorité palestinienne, instituée par les accords d'Oslo de 1993, lance une offensive diplomatique au niveau des institutions internationales. L'UNESCO ouvre la voie en admettant en octobre 2011 l'État palestinien comme membre à part entière, aux grandes dames de l'occupant israélien et des États-Unis. Dans la lancée, l'État de Palestine devient en novembre 2012 État observateur aux Nations Unies, ce qui lui donne accès à des agences de l'ONU et des traités internationaux. Fort de ce statut, les Palestiniens rejoignent en 2015 la Cour pénale internationale, ce qui permet l'ouverture d'enquêtes sur des opérations militaires sionistes dans les territoires palestiniens. Depuis le début du génocide sioniste à Gaza, les velléités de reconnaître l'État de Palestine ont été ravivées. 4 pays des Caraïbes, l'Arménie, la Norvège ainsi que 3 membres de l'UE, à savoir l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie, ont franchi le pas en 2024. Ça faisait 10 ans qu'aucun pays de l'UE n'avait reconnu l'État palestinien. Le dernier en date était la Suède en 2014. D'autres États membres comme la Pologne, la Bulgarie ou la Roumanie l'avaient déjà fait en 1988, bien avant de rejoindre l'UE. En septembre prochain, plusieurs pays devraient reconnaître l'État palestinien devant la tribune de l'ONU, à l'instar de la France, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. D'autres ont par ailleurs exprimé fin juillet leur volonté de le faire ou leur considération positive, notamment la Finlande ou le Portugal. Je vous le disais en titre, l'Algérie a appelé ce lundi depuis New York à mettre en place un mécanisme relevant des Nations Unies dédié à la sécurité maritime tout en préconisant de soutenir les pays en développement en vue de renforcer leurs capacités juridiques et institutionnelles liées à ce domaine. Un appel lancé par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la sécurité maritime. Mon pays a une longue côte méditerranéenne. Nous avons également un engagement profond en faveur de la stabilité régionale et mondiale. L'Algérie soutient tous les efforts qui visent à mieux protéger les espaces maritimes face aux activités illégales.
car ces activités menacent la sécurité des nations côtières, leurs économies, leur souveraineté. Nous estimons que les cadres régionaux existants, notamment celui de l'Union africaine à l'horizon 2050, intitulé « Stratégie maritime intégrée de l'Afrique », nous estimons donc que ces cadres constituent un socle robuste pour la coopération régionale. Néanmoins, pour que ces cadres fonctionnent pleinement, ces mécanismes doivent être renforcés grâce à un financement plus robuste. Il faut également renforcer les capacités. Il faut qu'il y ait une coopération plus étroite entre les marines régionales et les gardes-côtes. Nous avons besoin d'une plus grande coordination sur le terrain. C'est essentiel pour combattre les menaces conjointes, la piraterie, le trafic d'armes et de drogue, la pêche illégale, la traite des personnes. Je vous en parlais également en titre, en parlant également aussi de diplomatie algérienne. La direction générale du protocole relevant du ministère algérien des Affaires étrangères a accusé réception de la note verbale du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères datée du 7 août dernier relative à la proposition d'une nouvelle procédure temporaire en matière d'accès des agents algériens accrédités aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins d'acheminement ou de récupération de valises diplomatiques. Par conséquent, cette même direction du ministère algérien des Affaires étrangères a fait part de son regret de rejeter fermement la procédure temporaire proposée par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et affirmant que la seule solution conforme aux engagements internationaux et bilatéraux de la France résidait dans le rétablissement des titres d'accès permanent au bénéfice des agents accrédités de la mission diplomatique et des postes consulaires algériens en France. Dès lors que ces accréditations auront été rétablies, l'Algérie procédera de son côté à la levée des mesures équivalentes qu'elle a adoptées dans le cadre de la stricte application du principe de réciprocité. La France, sous le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, est éclaboussée par un nouveau scandale. L'ancienne bâtonnière de Nîmes, Khadija Avdia, a déposé une plainte contre lui pour provocation, pour incitation à la haine et à la discrimination. La plainte a été déposée auprès de la Cour de justice de la République, seule juridiction habilitée à juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La plainte, qui s'étend sur une trentaine de pages, compile plusieurs déclarations de Bruno Retailleau jugées discriminatoires, particulièrement à l'encontre des citoyens de confession musulmane. Les ministres sont les gardiens du respect de cette Constitution. Or, à travers l'ensemble des éléments factuels qui sont relatés dans la plainte que vous avez tous copiée, nous avons constaté, en tant qu'avocat, par l'analyse et le recueil des différentes, à la fois, déclarations faites par M. Retailleau, les mesures prises par ce dernier, l'idéologie qui véhicule à travers les différentes manifestations publiques ou médiatiques, quand on en arrive à ce constat, à cette volonté d'une France exclusivement d'origine européenne, avec comme seul référent religieux l'origine judéo-chrétienne, eh bien ça fait penser tout de même à des périodes troubles de notre histoire. Et le ministre de l'Intérieur va aller au-delà. Il va aller au-delà. Il va marteler, répéter des propos extrêmement discriminants, extrêmement dénigrants, et il va en plus de cela prendre des mesures politiques au nom du peuple français pour réduire autant qu'il peut l'expression même de toutes ces personnes qui sont de confession musulmane. Les relations algéro-somaliennes, cette fois cimentées par l'inauguration hier du nouveau siège de l'ambassade de Somalie à Alger, en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri, et du ministre somalien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdisalam Omar Abdi Ali, qui a effectué une visite officielle en Algérie. لقد جمعت الجزائر والصومال عبر التاريخ روابط
L'Algérie et la Somalie étaient liées par des relations fraternelles sincères et une solidarité de longue date, dans les bons comme dans les mauvais moments, et une coopération au niveau des forats régionaux et internationaux pour la défense des causes justes. Alors que nous célébrons l'ouverture de ce nouveau siège diplomatique, nous réaffirmons notre détermination commune à poursuivre cette voie et à élargir les horizons de la coopération pour servir les intérêts de nos peuples, contribuer à la stabilité et à la prospérité de notre région et renforcer l'action africaine commune dans l'objectif de défendre les causes de notre continent et de réaliser ses aspirations à la paix et au développement. Cette inauguration n'est pas juste un rappel historique, c'est bien plus qu'une simple ouverture d'une mission diplomatique. C'est plutôt l'incarnation d'une relation séculaire, d'une histoire et d'un destin partagé entre nos deux pays et nos deux peuples, qui témoigne aussi de notre engagement indéfectible à porter nos relations bilatérales à des niveaux sans précédent. Cette inauguration intervient également à un moment où la Somalie, sous la conduite du président Hassan Sheikh Mohamud, franchit de grands pas dans le processus d'édification de l'État, mais aussi en matière de sécurité et de relance économique. L'Algérie est une puissance régionale et une voix respectée sur la scène mondiale et constitue un partenaire indispensable. Poursuite à Boumerdas en Algérie de l'université d'été des cadres du Front Polisario. L'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique à Alger, Khatri Addour, est revenu ce lundi sur l'expérience acquise par le peuple sahraoui au cours d'un demi-siècle de résistance et de lutte pour le recouvrement de ses droits. Le peuple sahraoui a accumulé une vaste expérience dans toutes les étapes de la lutte. La revendication du peuple sahraoui a toujours été et reste l'indépendance totale et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national, malgré la poursuite de l'occupation marocaine et l'entrée de ses forces dans les territoires du Sahara occidental. L'expérience de l'État sahraoui est le fruit de sacrifices considérables et d'une résistance inébranlable, malgré les conditions difficiles et les affrontements politiques, militaires et diplomatiques auxquels la République sahraoui continue de faire face sur différents fronts afin d'atteindre son objectif ultime, la liberté et l'indépendance. En Libye, le Haut Conseil d'État a réitéré ce lundi son engagement à soutenir tout processus de dialogue garantissant la stabilité et renforçant la participation politique dans le pays. Annonce faite à la suite des entretiens ayant réuni à Tripoli le président du Haut Conseil d'État, Mohamed Takala, et la chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Anna Teta. Le président du Haut Conseil de l'État libyen, Mohamed Takala, a réaffirmé son engagement à soutenir tout processus de dialogue susceptible d'apporter la stabilité et de renforcer la participation nationale, soulignant l'importance de l'appropriation libyenne du processus politique qui doit viser à conduire les Libyens vers la stabilité et la prospérité. Côté la chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Anna Teta, a affirmé que la feuille de route qu'elle comptait présenter au Conseil de sécurité visait à soutenir le dialogue entre Libyens afin de créer un climat propice à la tenue d'élections libres et transparentes. Dans l'actualité aussi, le président américain Donald Trump a affirmé ce lundi s'attendre à une rencontre constructive avec son homologue russe Vladimir Poutine lors de leur sommet prévu vendredi en Alaska sur la résolution du conflit russo-ukrainien. Trump s'est également dit contrarié par le refus de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de céder du terrain à la Russie dans le cadre d'un accord qui mettrait fin au conflit entre les deux pays. Par ailleurs, et répondant à une question sur la possibilité de prolonger la date limite du 12 août pour l'entrée en vigueur de tarifs douaniers américains plus élevés sur les produits chinois, Donald Trump s'est contenté de saluer la coopération de la Chine dans les négociations avec les États-Unis. On verra bien, la Chine a été très conciliante. Comme vous le savez, probablement, elle paie des droits de douane exorbitants aux États-Unis. On verra bien, elle a été très conciliante. Les relations avec le président Xi et moi-même sont excellentes.
Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.